Le ciel d'Abidjan s'était teinté d'orange et d'or, comme si le soleil lui-même avait décidé de peindre le monde avant de s'endormir. Dans le quartier paisible de Cocody, un homme élégant, au costume soigneusement repassé et au parfum discret de musc boisé, franchit le portail de sa villa, les bras chargés de paquets colorés. C'était Kofi Mensah, un homme d'affaires respecté, rigide et fier, que beaucoup admiraient pour sa réussite mais redoutaient pour son tempérament intransigeant. Ce soir-là, il était de bonne humeur. Il venait d'empocher un nouveau contrat, et comme à son habitude, il tenait à récompenser son fils. Avant même qu'il n'atteigne la porte, un garçon d'environ 11 ans, vêtu d'un short kaki et d'un t-shirt rouge, dévala les marches en courant. Malik, le fils cadet de Kofi, avait les yeux brillants d'excitation. « Papa, c'est pour moi ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir, les mains déjà tendues vers les sacs. Kofi éclata d'un rire bref et affectueux. Il ébouriffa les cheveux de son fils avec tendresse. « Oui mon garçon, tout est pour toi. Tu es mon héritier, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. » Dans un coin du salon, adossée au mur, se tenait une adolescente d'environ 14 ans. Silencieuse, discrète, presque effacée. Aïssatou, l'aînée de la famille, observait la scène avec un mélange de tristesse et de résignation. « Et Aïssatou ?» demanda Malik, un peu gêné par le regard de sa sœur. L'expression de Kofi changea aussitôt. Son regard, autrefois chaleureux, devint froid et dur. « Elle, » répondit-il en haussant les épaules. « Elle n'a pas besoin de cadeaux. C'est une fille. Elle finira par se marier et ira dans une autre maison. Pourquoi gaspiller mon argent pour quelqu'un qui ne portera même plus mon nom ?» Les mots tombèrent comme des pierres sur le cœur d'Aïssatou. Elle ne répondit pas. Ses yeux s'embuèrent, mais elle se força à ne pas pleurer devant lui. Sa mère, Fatou Diarra, apparut derrière elle. Silencieuse, elle avait tout entendu. Elle prit sa fille dans ses bras et l'étreignit doucement. « Ne pleure pas, ma fille. Un jour, tu leur montreras de quoi tu es capable. Tu brilleras, et ils regretteront. » Mais au fond d'elle, Aïssatou doutait. Comment croire à des mots aussi doux quand chaque jour la réalité était si cruelle? Son père ne payait jamais ses fournitures scolaires. Il oubliait même son anniversaire. Son nom n'était jamais prononcé avec fierté, juste avec indifférence ou agacement. Malik, lui, avait tout, les meilleurs habits, une tablette dernière génération, un vélo flambant neuf, et des cours particuliers dispensés par un professeur privé payé grassement. Aïssatou, quant à elle, faisait ses devoirs à la lueur d'une veilleuse cassée, dans un silence lourd où l'amour paternel n'avait jamais trouvé sa place. Les mois passèrent. L'année scolaire s'achevait, et les examens finaux approchaient. Kofi, confiant, avait déjà prévu une fête pour célébrer les succès à venir de son fils. Il avait même promis une moto à Malik s'il obtenait de bons résultats. « Je sais que tu ne me décevras pas », répétait-il à son fils. « J'ai tout investi en toi. Tu es mon avenir. » Mais les résultats ne furent pas à la hauteur des attentes. En réalité, ils furent catastrophiques. Ce soir-là, la Villa Mensah baignait dans un silence glacial. Le téléphone venait de vibrer avec les notes officielles. Kofi regarda l'écran, incrédule. Malik avait échoué à 4 matières sur 6. Il se leva brusquement de son fauteuil en rotin, le regard noir, les muscles tendus comme un fauve prêt à bondir. « Malik !» rugit-il. « Qu'est-ce que j'apprends là? Comment as-tu pu rater? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Malik, les épaules basses, les yeux au sol, n'osa pas répondre. « Papa, j'ai essayé. Mais je crois que je ne comprends pas vite. L'école, c'est difficile pour moi. » Des bêtises. Tonna Kofi. Tu es juste paresseux. Tu veux me faire honte? Moi, ton père, j'ai réussi dans la vie avec discipline et effort. Tu feras pareil. Fatou tenta d'intervenir, posant doucement une main sur le bras de son mari. Peut-être que Malik a d'autres talents, Kofi. Il aime dessiner, peut-être qu'on pourrait l'encourager dans cette voie? Assez. Hurla-t-il. Je ne veux pas d'un artiste raté. Il refera les cours, avec un nouveau tuteur. Il n'a pas le choix. Mais malgré tous les efforts, les résultats du second trimestre furent pires encore.
Malik sombrait dans une spirale de stress, d'angoisse et de doute. Il n'osait plus parler. Fatou priait en silence. Et Kofi, rongé par la honte, ne s'adressait plus la parole à son fils qu'en cris et reproches. C'est dans ce contexte qu'un soir, alors que le ciel grondait et que la pluie tambourinait sur les tôles, Aïssatou entra dans le salon, tenant dans ses mains une enveloppe blanche au cachet officiel. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle se tint droite, face à sa famille, et dit d'une voix claire. « J'ai été admise à l'université de Dakar. Avec une bourse complète. J'ai été la meilleure élève de mon école cette année. » Un silence épais suivit sa déclaration. Fatou porta ses mains à sa bouche, submergée par l'émotion. Elle se leva d'un bond et serra sa fille dans ses bras avec une fierté qu'elle n'avait jamais pu exprimer jusque-là. « Oh ma fille, mon trésor! Tu l'as fait! Je suis si fière de toi! » Même Malik, en retrait, esquissa un sourire sincère. « Tu le mérites, Aïssatou. Vraiment. Je suis content pour toi. » Mais Kofi resta assis, les yeux rivés sur l'enveloppe. Il semblait pétrifié. Son regard passait de sa fille à son fils, puis de nouveau à sa fille. Son monde, bâti sur des croyances patriarcales et des préférences mal placées, s'effritait lentement. « Comment ?» murmura-t-il enfin. « Comment as-tu fait ?» Aïssatou leva la tête. Pour la première fois, elle se sentit libre de répondre sans trembler. « J'ai travaillé, papa. Sans ton aide. J'ai étudié dans le silence, dans l'ombre, pendant que tu riais avec Malik. J'ai refusé d'abandonner, même quand tu faisais semblant de ne pas me voir. Je voulais juste être vue. Juste ça. » La voix de la jeune fille ne tremblait pas. Elle ne criait pas. Elle disait la vérité, simplement. Et cette vérité, Kofi ne pouvait plus l'ignorer. Il détourna le regard, les mâchoires serrées. Sa fierté, jadis inébranlable, venait de prendre un coup irréparable. Ce n'était pas le fils qu'il avait tant choyé qui allait porter son héritage, c'était la fille qu'il avait méprisée. Fatou, elle, serrait encore sa fille. Malik la regardait avec admiration. Et Aïssatou, debout au milieu du salon, tenait toujours cette enveloppe. Non plus comme un papier, mais comme un symbole. Un drapeau de victoire silencieuse. Ce soir-là, la pluie cessa soudainement. Le calme revint dans la maison. Mais dans le cœur d'Aïssatou, un orage de soulagement éclatait enfin. Elle n'avait pas seulement obtenu une bourse. Elle venait de gagner son nom. « Je n'arrive pas à y croire », marmonna David en fixant le sol de la salle à manger. Une fille qui obtient une bourse. Le silence dans la pièce fut aussitôt brisé par la voix sèche d'Agnès. Une fille, répéta-t-elle en s'avançant vers lui, les bras croisés, le regard dur. Anna n'a pas obtenu cette bourse parce qu'elle est une fille ou un garçon. Elle l'a eue parce qu'elle s'est battue. Elle a travaillé plus dur que quiconque dans cette maison. Contrairement à toi, moi, je n'ai jamais douté d'elle. David ne répondit pas. Son regard s'était perdu dans le vide, comme si une partie de lui refusait encore de reconnaître la vérité. Le silence qui suivit en disait plus long que n'importe quelle dispute. C'était le silence des hommes orgueilleux qui viennent d'être confrontés à leur échec. Astérisque astérisque. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Anna préparait ses affaires pour Dakar. Chaque geste, chaque vêtement plié, chaque livre glissé dans une valise, portait en lui le poids d'années de solitude, d'humiliation, mais aussi de résilience. Agnès l'aidait en silence, parfois glissant de petits mots dans les interstices de ses vêtements. « Tu es forte. Ne doute jamais de ta lumière. » Paul, debout dans l'encadrement de la porte, observait sa sœur avec une admiration mêlée d'amertume. Il se souvenait de tous les moments où elle s'était éclipsée pour étudier, pendant qu'on le couvrait d'attentions inutiles. Le jour du départ arriva. À l'aéroport, Paul la serra contre lui. « Prends soin de toi, d'accord ? Je le ferai, je te le promets. » Elle marqua une pause, plongea son regard dans celui de son frère. « Et toi, Paul, n'abandonne pas. Tu trouveras ton propre chemin, même si papa ne le voit pas encore. » Paul hocha la tête, mais au fond, il se sentait vide. Comme une silhouette effacée par la lumière de sa sœur.
Ils l'aimaient profondément, mais ils n'arrivaient pas à se pardonner de ne pas être celui que leur père espérait. David, lui, avait refusé de venir. Il était resté assis dans le salon, les bras croisés, le regard figé sur le mur blanc. Anna était partie sans un mot d'adieu de son père. « Au revoir, papa » avait-elle soufflé avant de franchir la porte. Il n'avait pas répondu. Astérisque astérisque. Les premières semaines furent étranges. La maison, autrefois bruyante des critiques de David ou des soupirs d'Anna, semblait étrangement calme. Trop calme. Agnès le ressentit en premier. Paul aussi. Mais David se comportait comme si rien n'avait changé. Il parlait peu, mangeait en silence, et évitait tout sujet concernant Anna. Mais de l'autre côté du continent, à Dakar, la jeune fille ignorée brillait comme jamais. L'université l'avait accueillie à bras ouverts. Elle s'était vite démarquée, première à intervenir en cours, première à rendre ses devoirs, toujours assise au premier rang. Elle n'était plus celle qui dérange, mais celle que tout le monde admire. Et pourtant, malgré sa réussite, elle ne pouvait oublier d'où elle venait. Chaque soir, dans sa petite chambre universitaire, elle pensait à Paul. Elle pensait à sa mère. Jamais à son père. Astérisque astérisque. Chez les Mensa, Paul sombrait lentement. Les mois passaient et avec eux, la pression grandissait. Il avait échoué à 2 examens d'entrée. L'université lui semblait de plus en plus inaccessible, comme un monde qui n'était pas fait pour lui. Il passait des heures à fixer son cahier sans en comprendre une ligne. Parfois, il errait seul dans le quartier, fuyant le regard froid de son père. Un soir, alors que l'orage grondait au loin, il entra timidement dans le salon. David lisait son journal, comme à son habitude. Paul s'arrêta à quelques pas. « Papa, je crois que l'université n'est pas faite pour moi. J'apprends lentement. Peut-être que je devrais faire autre chose, un métier manuel, ou même un apprentissage. » Le journal tomba lentement sur les genoux de David. Il tourna la tête brusquement. « Un métier ? Tu veux devenir ouvrier maintenant ? » Paul déglutit. Ses mains tremblaient. « Je ne veux plus te décevoir, mais je crois que je ne suis pas fait pour les études classiques. » David se leva, le regard noir. « Tu es mon fils. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu crois que j'ai travaillé si dur toute ma vie pour ça ? Pour avoir un fils qui veut t'abandonner ? » Paul murmura, les yeux pleins d'amertume. « Mais tu n'as jamais traité Anna comme ça. » Ces mots frappèrent David comme une gifle en pleine figure. Il resta figé, les poings serrés. Pour la première fois, son autorité avait été remise en question non pas par sa femme, mais par son fils. Astérisque astérisque. Cette nuit-là, David resta longtemps assis dans le noir, une photo de ses enfants entre les mains. Anna, souriante, Paul encore petit, riant. Il s'était tant acharné à façonner Paul à son image qu'il en avait oublié de l'écouter. Il s'était tant appliqué à ignorer Anna qu'il n'avait jamais vu en elle l'héritière de son courage. Pendant ce temps, Paul envoya un message à sa sœur. « Anna, je ne sais plus quoi faire. Papa est déçu de moi. J'ai l'impression d'être un raté. » Anna, bien que submergée par ses devoirs, l'appela aussitôt. « Tu n'es pas un raté, Paul. Tu dois vivre pour toi, pas pour lui. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire ? » Paul hésita. « J'aime réparer les choses. Comprendre comment elles fonctionnent, démonter, remonter. » Anna sourit à travers le téléphone. « Alors tu es peut-être fait pour l'ingénierie, la mécanique ou l'électronique. Il y a des écoles pour ça. Tu as pensé à un apprentissage ? Papa ne le permettra jamais. Alors arrête d'attendre sa permission. Commence à prendre tes propres décisions. » Cette phrase resta ancrée dans son esprit. Astérisque astérisque. Le lendemain, Anna contacta un professeur influent de son université. Elle lui parla de son frère, de ses talents, de son mal-être. Le professeur lui indiqua une liste d'écoles techniques en Côte d'Ivoire. Des options concrètes. Des portes à ouvrir. Pendant ce temps, à la maison, David continuait de faire comme si tout allait bien. Mais Paul changeait. Lentement, il commençait à s'affranchir. Il passait ses journées à lire des manuels de mécanique, à démonter de vieux appareils,
à bricoler dans le garage. Un jour, Agnès le surprit en train de réparer le ventilateur cassé de la cuisine. Elle l'observa longuement, puis lui dit doucement. « Tu as hérité des mains de ton grand-père. Lui aussi était doué pour comprendre les machines. Tu n'as pas besoin d'être le rêve de ton père. Tu peux être le tien. » Paul sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il existait. Vraiment. Et quelque part, loin de là, Anna souriait. Car elle savait que l'histoire de leur famille n'était pas encore terminée. Elle était juste en train de prendre un tournant inattendu.